Parfait. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur l'or en 2026, assurance de portefeuille ou actifs performants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Bobby Argitis, spécialiste senior en investissement chez Barclays Courtage Direct, et avec nous aujourd'hui, j'ai Monsieur Michael Chung, vice-président vente chez Harvest Fonds négociés en bourse. Le webinaire d'aujourd'hui, juste pour vous mettre en contexte, on parle de peut-être une trentaine de minutes de présentation. On va avoir une période de questions, vous montrer une certaine section du site de BNCD pour vous aider. C'est quand même, je dirais, c'est quand même un sujet de l'actualité. La dernière année, le prix de l'or, dépendant quand on prend la date de mesure, a doublé. En date d'aujourd'hui, il a dépassé 5 000 $ l'once. Pour certains d'entre nous qui sont mariés depuis un petit bout de temps, des fois, je blague à ma conjointe que ma bague d'or vaut beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'est temps de la vendre? Mais évidemment, c'est une blague. Avant de commencer, juste pour vous mentionner, évidemment, les informations l'information qu'on va donner aujourd'hui, c'est une mise en garde. Vous êtes évidemment responsable pour vos propres décisions d'investissement. Sur les renseignements dans ce webinaire sont à titre informatif. C'est pas des recommandations. Vous êtes évidemment comme des investisseuses autonomes, vous êtes responsable pour vos propres décisions. Je vais juste garder ceci en tête. Et maintenant, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Michael. Michael, vas-y. Salut Bobby, bonjour à tous. Je me présente Michael Chung, je suis le vice-président des ventes chez Harvest pour le Québec. Puis aujourd'hui, je viens vous parler un peu de l'investissement dans l'or. Donc, sans plus tarder, commençons. Puis envoyez vos questions dans la boîte pour chatter. Puis si on a le temps, on va s'y référer vers la fin de la présentation. Bobby, tu peux changer la page. Donc, juste avant de commencer, je vais vous donner un peu plus de détails sur les FNB Harvest. On est une firme qui a été fondée en 2009 par notre PDG et fondateur Michael Kovacs. Donc, ça fait plus de 16 ans qu'on existe et on est un gestionnaire canadien. Oh, juste avant, on a aussi notre propre clause de non-responsabilité. Donc, c'est un webinaire à titre informatif. Donc, faites vos recherches avant de faire des achats dans le marché, que ce soit nos produits, des actions individuelles ou n'importe quelle classe d'actifs, tout simplement. Donc, on peut passer. Oui, parfait. Donc, les FNB Harvest, dans le fond, une firme canadienne indépendante basée à Oakville, en Ontario. On gère plus de 10 milliards en actifs sous gestion, comme vous pouvez voir sur le tableau. Mais qu'est-ce qui est vraiment plaisant à voir, c'est le fait que, étant une firme qui a eu une emphase sur le revenu distribué à nos clients, vous voyez la ligne en orange au bas, c'est que sur nos 10 milliards d'actifs, depuis les 15 dernières années, on a réussi à distribuer plus de 2,3 milliards à nos investisseurs. Donc, on est très, très fiers de ça. Et c'est vraiment quelque chose. Donc, si jamais vous voulez avoir une croissance de portefeuille et du revenu aussi en même temps, vous pouvez nous considérer. Allez juste sur notre site fnbharvest.com ou sur Google, puis vous allez pouvoir trouver plus de détails sur ce qu'on offre. On peut passer maintenant à la prochaine slide. Juste après, regardez, vous voyez qu'on est des gestionnaires actifs. On a des gestionnaires de portefeuille. Donc, chapeauté par Paul McDonald, qui est notre président et co-chef des placements chez nous. Ça fait plus de 20 ans. Si on regarde l'agrégat de toutes les années d'expérience qu'on a chez nos gestionnaires, on va aller chercher à peu près près de 100 ans. Et le produit dont on va parler, puisque la personne qui nous a donné la plus de recherche là-dessus, va être Mike Dragosit, celui qui est en bas à droite, qui est gestionnaire de portefeuille sur principalement les commodités, tout ce qui est affecté par les taux d'intérêt. Donc, on peut continuer sur la prochaine slide. Donc, avant tout, on va juste vous donner un peu plus sur notre philosophie de placement. Donc, c'est un principe d'investissement assez simple. Notre philosophie, c'est vraiment la croissance de l'avoir d'un investisseur
elle va se faire créer par la détention. Donc, vous allez être propriétaire, actionnaire de compagnies de qualité à long terme. Donc, c'est à travers le temps que vous allez augmenter votre avoir en achetant des compagnies de bonne qualité. Donc, vous voyez juste en dessous que j'ai plusieurs silos de produits sur ce qu'on offre chez nous. Donc, encore une fois, je vous invite à aller visiter notre site pour en apprendre un peu plus. Donc, le sujet de l'or, on va parler de l'or. Donc, tout simplement, qu'est-ce que l'or? Une information très de base qu'on a pour commencer. L'or est un métal miné de la Terre, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est un métal précieux qui est assez spécial et unique. Pourquoi qu'on dit ça? Bien, l'or pur, là, ça ne se rouille pas, ne s'oxyde pas. Donc, on parle vraiment de l'or pur. Vous pouvez voir que c'est une valeur de refuge et de réserve ultime. Au courant des années, depuis sa découverte, on l'utilisait vraiment comme une mesure de protection de patrimoine. Puis, en fait, tout simplement, on l'a eu. Pourquoi? On l'a trouvé à cause qu'il y avait une brillance, un aspect esthétique pour ça, et c'était utilisé beaucoup pour la joaillerie, donc les bijoux, comme Bobby faisait référence à sa bague. Mais aussi, l'or a des aspects d'utilisation industrielle aussi, et aussi un peu technologique. Donc, l'autre aspect, c'est qu'il y a c'est un actif intemporel, comme je disais, métal précieux, ne se rouille pas, ne s'oxyde pas, ne se corrode pas. Mais aussi, c'est un diversificateur potentiel dans les portefeuilles. Puis c'est aussi un actif financier qu'on utilise dans les portefeuilles plus anciens, les portefeuilles modèles. Donc, en tant qu'investisseur, ça va être dans cet aspect-là qu'on va aborder le sujet. Donc, qu'est-ce que l'or en tant que monnaie? Donc, le fait que l'or est devenu une monnaie, c'est le produit de l'évolution de son utilisation à travers le temps. Pour vous donner un peu plus d'historique, le premier artefact basé d'or remonte à peu près il y a 6000 ans, puis on aurait trouvé ça autour d'une région de la Bulgarie. En fait, le premier artefact, c'était une bille en or que, vous le savez, l'or était le premier métal que le monde a réussi à faire fondre puis à le rendre malléable. Donc, autour de l'an 600 avant l'ère commune, l'or a commencé à être utilisé comme une devise et de garantie à la monnaie papier. Donc, ce phénomène-là, il est arrivé de la Chine à peu près avant de s'être propagé vers l'Ouest. Donc, on s'en allait vers l'Occident durant les 1000 prochaines années. Donc, ça a vraiment juste pris le temps de 1000 ans avant de venir vers le continent européen. Donc, à partir de ce temps-là, parce que c'est quelque chose que tout le monde acceptait bien, chacun des pays ont commencé à indexer leur devise pour une quantité fixe d'or. Pourquoi? Pour vraiment stabiliser les taux de change, donc des échanges interpays. Puis, par la suite, après la Deuxième Guerre mondiale, on aurait instauré un système qui s'appelle le Bretton Woods, qui a lié toutes les devises mondiales au dollar US. Puis après ça, on a lié le dollar US à l'or qui se transigeait à 35$ l'once. Donc, c'est resté là pendant un bon moment de temps, mais il y a eu des problèmes survenus sur la circulation de l'or entre les pays et aux entrées et sorties de l'or des États-Unis. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, regardez, en 1971, ça va faire à peu près 25 à 30 ans, les États-Unis ont arrêté de convertir leur dollar par rapport à l'or, ce qui a mis fin au rôle formel de l'or dans la monnaie. Donc, aujourd'hui, l'argent modèle n'est plus garanti par de l'or physique. Aujourd'hui, l'or astrangise librement sur le marché, va servir de réserve, de valeur refuge pour une protection contre les crises financières, l'inflation et les situations géopolitiques. Encore une fois, l'or aussi va servir d'élément diversificateur dans un portefeuille. D'où provient l'approvisionnement en or? Simplement, vous allez voir, ça vient d'un peu partout dans le monde. On la mine dans la terre. Donc, il y a de l'or que vous pouvez trouver un peu partout dans beaucoup de régions dans le monde. L'Australie est un grand pays là-dessus. On en retrouve en Chine, on en retrouve en Afrique du Sud. On en a sur le continent des Amériques. Donc, que ce soit au Canada, il y a un peu de réserve qu'on peut miner aux États-Unis.
Sur le continent de l'Amérique du Sud, on en trouve aussi. C'est vraiment éparpillé. Donc, une caractéristique qui est vraiment unique de l'or, c'est vraiment que c'est virtuellement indestructible. Encore une fois, on se rappelle des caractéristiques de non-oxydation et de non-corrosion. Puis ça ne rouille pas, dans le fond. Dans le portrait global de l'approvisionnement en or, il y a une chose que beaucoup d'investisseurs oublient. C'est que l'or, parce que c'est virtuellement indestructible, peut être recyclé. Donc, l'or recyclé fait partie d'une des grandes composantes qui n'est pas considérée lorsqu'on pense à l'approvisionnement en or. Du point de vue d'un investisseur, l'intérêt supplémentaire, l'intérêt marginal pour l'or va influencer le prix de l'or. Donc, il n'y a pas juste l'offre et la demande industrielle traditionnelle, mais tout dépendant de certains moments dans le marché, c'est pour des raisons d'actifs financiers et et de raisons macroéconomiques, pourquoi l'offre et la demande de l'or et le prix de l'or vont être augmentés. Donc, vraiment, il ne faut pas oublier aussi que parce que l'or est une ressource qui est limitée, donc il y a une fin à l'approvisionnement, ça va diriger le prix de l'or, mais aussi à travers le temps, pour encore des raisons d'actifs financiers et macroéconomiques, la demande peut fluctuer, ce qui va faire un impact sur le prix de l'or. Prochaine slide. Donc, sur cette slide, qui sont les plus grands producteurs d'or? Vous voyez ici qu'on a les 10 plus grandes compagnies en capitalisation boursière. Donc, vous voyez en premier lieu, il y a Newmont ici avec un siège social aux États-Unis. On a Agnico Eagle qu'on a basé au Canada, Barrick au Canada aussi. Donc, en tant que Canadien, on a quand même beaucoup de sièges sociaux. Vous voyez, quand on se référait à où est-ce que provenait l'or, il y a beaucoup, ça vient un peu partout dans le monde. Donc, Anglo Gold, vous avez l'Afrique du Sud, on a Poly US en Russie, Kinross encore au Canada et Shandong Gold Mining qui est en Chine. Qui sont les plus gros producteurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont listés, mais en termes de quantité qu'ils vont produire, voici une petite liste rapide pour les plus gros producteurs. D'où provient la demande? Donc, on peut voir ici que quelques catégories, mais historiquement, on voit que la joaillerie prend la plus grosse portion de ça depuis des milliers d'années. Pourquoi? Vraiment l'aspect que c'est plaisant, c'est l'aspect esthétique. Ensuite, en termes de pourcentage, vous pouvez voir que les banques centrales de pays autour du monde vont l'utiliser pour un aspect de diversification de leur portefeuille, un ajout de valeur refuge pour eux. On peut voir aussi une petite utilisation dans la technologie. On pourrait y aller un peu plus long en large, mais ce n'est pas le but du webinaire aujourd'hui. Et pour les deux derniers points, les FNB et autres investissements, et les lingots et les pièces de monnaie, c'est une façon d'utiliser de l'or liquide. Donc, il y a du monde qui veut juste le garder pour une raison d'investissement. Donc, vraiment simplement, c'est juste pour avoir un produit où on va backer des investissements des instruments de placement aussi. Investir dans l'or. L'or comme étant un investissement. L'or a été utilisé comme une façon d'accumuler de la richesse et de faire croître son avoir depuis des siècles. Avec l'utilité de ça, on a utilisé ça pour présenter le concept de la monnaie pour faire en sorte que l'or était transigé pour être un actif les plus transigés dans le monde. Pourquoi? Il y a 5 raisons, simplement. 1, l'or tient une valeur intrinsèque. Tout le monde peut quantifier une valeur à l'or. Avec des moments turbulents, c'est une valeur refuge sur les marchés. Quand on parle d'une assurance, dans le fond, le terme en français, c'est une couverture, une genre de forme de protection. Ça agit comme une forme d'assurance dans des contextes inflationnaires et potentiellement déflationnaires aussi, donc à cause de sa stabilité. L'or n'entraîne aucune responsabilité et aucune risque de contrepartie. Quand on te remet de l'or physique, tu n'as pas de dette liée là-dessus. Il n'y a pas de responsabilité, pas de risque de contrepartie. Tu n'es pas lié à quelqu'un, il te l'a remis, tu le détiens. Fait en 5e point,
lorsque les investisseurs ont plus confiance au marché, on revient vers l'or pour les raisons mentionnées auparavant. Vraiment, valeur refuge, forme de protection, puis aucune dette de contrepartie et de responsabilité. C'est quoi les façons qu'on peut faire pour se faire exposer à l'or? Vraiment simple, 3 façons. 1, lingot physique, pièce de monnaie. C'est du tangible. Ça ne coûte rien pour détenir, mais il y a quelques facteurs qui vont faire fluctuer le prix. 1, quand vous l'achetez, l'or physique, il y a peut-être une prime à l'achat. Ce n'est peut-être pas le prix que vous voyez sur le marché boursier. 2, il y a un coût d'entreposage et d'assurance. Vous ne prenez pas votre barre de lingot ou vos pièces de monnaie en or puis vous la laissez traîner. Là. Fait que faut vous la laisser à quelque part à la maison dans un coffret de sécurité. Ça a un coût d'entreposage. C'est un actif pour vous. Là. Ça a des coûts d'assurance. Là. On ne va pas le laisser faire parce que ça a une bonne valeur. Aussi, si jamais vous voulez la trancher, c'est pas comme si vous alliez sur l'ordinateur puis vous la laissez trancher directement. Donc, il faut que vous trouviez quelqu'un qui va aller chercher votre or physique. Donc, c'est un peu moins liquide. Une deuxième façon pour se faire exposer à l'or, on peut y aller via des fonds négociés en bourse, un FNB ou des fonds de placement backés par de l'or physique. Toutefois, frais de gestion, mais encore une fois, c'est super liquide. Pourquoi? 2 clics, vous pouvez le vendre sur le marché boursier. Il y a une autre contrepartie qui vient de vous la racheter. Et enfin, vous pouvez acheter des actions de sociétés d'extraction d'or, donc des compagnies de minières aurifères. Votre risque là-dessus, c'est vraiment des risques opérationnels vu leur utilisation du levier financier. Et aussi, le prix de ces actions-là sont reliés au prix de l'or. Donc, le prix d'action va monter plus vite, va descendre plus vite aussi à cause de leur levier financier. On va en discuter un peu plus en profondeur dans quelques instants. Tout simplement, juste pour continuer pour regarder c'est quoi les avantages et inconvénients. On a déjà couvert un peu, mais lingot d'or par rapport à des compagnies minières, on va regarder des frais, les lingots d'or, je vous l'avais dit, l'assurance, l'entreposage. Vraiment, là, c'est des coûts qu'on doit tenir compte qu'on ne voit pas nécessairement directement. Si vous détenez une action d'une société, il n'y a pas tant de frais, vous l'avez acheté la compagnie boursière. Taux de change, risque de change, ça fluctue en fonction des politiques monétaires, budgétaires américaines. On suit quand même l'or selon le prix en dollars US. Vous l'achetez, on est des investisseurs canadiens, on l'achète en dollars canadiens quand on va le retransiger. Donc, c'est vous qui le faites vous-même ou vous l'achetez via un FNB, vous l'achetez directement en convertissant votre dollar canadien en US ou peu importe la monnaie que vous utilisez, ça doit se convertir. Donc, il y a un risque là-dessus de journée en journée, de minute en minute, tout simplement. Par rapport aux sociétés minières que vous achetez en bourse, eux peuvent décider d'utiliser des produits pour couvrir ces taux de change-là. Donc, vraiment simplement, il y a des professionnels qui vont le faire pour ces sociétés-là. Contrainte d'approvisionnement, une baisse de l'offre va faire augmenter le cours du prix des lingots d'or. Une baisse d'approvisionnement pour les sociétés minières, quand il y a une mine qui a plus tant d'or à l'extraire, il va falloir mettre beaucoup plus d'investissement pour en trouver un autre. Donc, il y a des coûts d'exploration reliés à ça. Si on regarde au niveau du revenu, un lingot d'or, ça ne vous génère rien. Une société minière, simplement, on peut augmenter le revenu simplement en augmentant les dividendes ou payer juste des dividendes ou racheter des actions. Fait que pour le revenu que vous générez, c'est parce que vous avez vendu une action. Un risque au niveau de la gestion. Le lingot d'or reste là c'est inapte, ça ne bouge pas vraiment. Au niveau de l'équipe de gestion d'une compagnie aurifère, l'erreur peut être humaine. Ils peuvent faire un bon choix ou un mauvais choix, tout simplement. Pour les lingots d'or, la corrélation avec les actions, ça a montré historiquement, puis vous allez voir sur des graphiques un peu plus tard, que la corrélation est relativement faible ou négative, tout dépendant des cycles de marché. Les sociétés minières aurifères sont corrélées directement avec l'or physique. Donc, il y a quelque chose à aller voir là-dessus. Et enfin, le risque opérationnel. Le lingot d'or, c'est le lingot d'or encore, donc il n'y a rien à discuter là-dessus. Les compagnies sont à risque pour la réglementation et des risques géopolitiques dans les pays auxquels elles opèrent. Donc, quand on parlait des plus grosses minières, oui, les bureaux chefs sont au Canada, sont aux États-Unis,
en Australie, ben, ça ne veut pas dire que parce que ton siège social est à une place que ta mine n'est pas est à quelque part d'autre. Donc, il y a beaucoup de risques géopolitiques, puis on pourra en discuter en long et en large un peu plus tard. Comment qu'on considère l'investissement dans les minières? Donc, vraiment simple, OK, il y a 3 types de demandes. La demande finale, donc l'utilisation dans la joaillerie, des bijoux et un peu dans la technologie, via l'investissement de produits financiers. Pourquoi l'investissement des minières? C'est parce que tu vas être exposé à les minières qui vont extraire l'or pour en faire des pièces de monnaie, pour en faire des lingots, puis on peut y aller aussi via des fonds de placement. Puis enfin, à la fin, l'investissement des minières va être affecté aussi par la demande des banques centrales, donc pour leur propre réserve. On va en discuter un peu plus par la suite. Quels sont les facteurs principaux qui vont affecter le prix de l'or? Très, très simple. Le premier argument pour ça, c'est vraiment quand on a une baisse de confiance par rapport au marché. Quand on veut investir dans l'or, il y a plusieurs facteurs qu'on pense. Et historiquement, on l'a toujours vu que quand on a un peu peur pour le marché, on va aller se réfugier dans l'or parce que c'est une valeur sûre, une valeur refuge, une réserve. En deuxième point, vous voyez, quand on parle de taux d'intérêt réel, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est qu'il y a un taux nominal, un taux prescrit qu'on voit sur le marché, mais l'inflation, on la soustrait pour calculer le taux d'intérêt réel. Qu'est-ce qu'on va dire par ça? C'est que si on prend un taux d'intérêt qui est à 5 %, l'inflation est à 3 %, disons, ça fait un taux d'intérêt réel à peu près à 2. Donc, le fait que l'or est relativement stable, ça fait en sorte que si les taux sont relativement proches à la stabilité ou ce que on voit les taux d'intérêt plus bas auxquels on s'attendrait à avoir pour de l'or, on va aller acheter un peu plus d'or pour se protéger. Si on voit que le taux d'intérêt, elle, est plus haut que la stabilité de l'or, mais il y a un coût d'opportunité à détenir de l'or parce que ça ne génère pas de revenus ni de distribution. En troisième lieu, pourquoi l'or pourrait monter ou descendre? Ben, on regarde pour les banques centrales qui se constituent des stocks. Qu'est-ce que je veux dire, se constituer des stocks? C'est les banques centrales sont en train de se faire des réserves, des provisions. Donc, depuis quelques années, puis on va le voir sur un autre graphique, les demandes sont augmentées des banques centrales pour un effet de diversification. En quatrième point, tout type d'investisseurs vont regarder aux tensions géopolitiques, vraiment considérer sa caractéristique initiale de valeur refuge. Et en dernier lieu, des risques fiscaux. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est des politiques monétaires. Présentement, un des gros facteurs qui vont affecter le prix de l'or sont les gros déficits budgétaires américains. Donc, qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est qu'on pense au repaiement de la dette, au paiement d'intérêt lorsqu'on détient des bons du Trésor américain. Donc, le marché mondial y pense fortement. Donc, premier graphe qui est assez intéressant ici. Ici, on vous présente sur la ligne bleue la dette par rapport au PIB en relation au prix de l'or. Donc, si vous voyez en bas à gauche, vous remontez aux années 90, on voit que la dette américaine par rapport à son PIB est à peu près à 50 %. Si on en regarde vers aujourd'hui, on voit que cette dette du PIB a augmenté de 50 % à 125 % depuis les 30 dernières années. Ça revient aux questions. C'est quoi la viabilité de repaiement de cette dette-là? Est-ce que ça va faire en sorte que potentiellement les États-Unis vont augmenter encore la dette à cause de politique monétaire et fiscale? Ça nous amène ces questionnements-là. Donc, si on en regarde le cours du prix de l'or qui a suivi, mais le monde on continue à s'acheter de la protection, puis la protection coûte de plus en plus cher à aller voir. Cela fait en sorte que parce que le prix de l'or a augmenté, parce que le monde a une demande, puis la demande a fait en sorte que le prix de l'or a augmenté, ça apporte une certaine crainte de perte de pouvoir d'achat. Donc, encore une fois, ça revient à la contribution de l'augmentation du prix de l'or en conséquence. Donc, c'est une des premières raisons pourquoi on regarde l'or qui a pris beaucoup de valeur. La prochaine slide, s'il te plaît, Louis.
Donc, on voit ici, c'est un graphique inverse des rendements réels. Tantôt, je vous parlais des taux de rendement réels. Donc, ici, sur la ligne bleue, c'est que c'est relié à votre pouvoir d'achat. Plus la ligne bleue augmente, ça fait en sorte que le taux nominal moins le taux d'inflation vous donne un taux réel. Donc, dès que le taux réel, plus la ligne bleue monte, plus le taux réel est bas, ça fait en sorte que c'est de plus en plus potentiellement être avantagé à détenir de l'or. Vous avez un coût d'opportunité à avoir un actif qui va produire plus ou moins. Donc, si on en regarde dans les années 2022, post-COVID, vous avez vu qu'il y a eu un taux de rendement réel qui était positif parce qu'on a augmenté les taux d'intérêt aux États-Unis pour contrer la grosse inflation. Pensez à votre épicerie en sortant en étant dans la COVID. Toutes les choses étaient pas mal plus chères. Donc, on voulait aller protéger là-dessus. Mais en même temps, avec le temps, vous avez vu sur la courbe jaune que le prix de l'or a continué à monter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché démontre un manque de confiance. Le manque de confiance dans le marché boursier renforce la demande de la valeur refuge de l'or pour protéger ses actifs puis payer un prix malgré le coût d'opportunité. Donc, c'est vraiment juste pour renforcer pourquoi on voit que la demande en or est plus élevée sur les marchés mondiaux. Ici, on parle de risque géopolitique augmenté. C'est un graphe très simple. C'est un indicateur où ce que vous voyez que depuis 2013, puis on a juste remonté après une quinzaine d'années à peu près, que chaque fois qu'il y a un risque, un indice de risque géopolitique qui est augmenté, le monde vont aller se protéger en rachant de l'or. Donc, ce sentiment-là de peur, s'il y a du risque à aller voir, ça renforce encore la demande de l'or comme valeur refuge. Encore une fois, une autre raison pour voir pourquoi le prix de l'or et la demande de l'or a augmenté, c'est que c'est rien de nouveau. Ça a toujours été comme ça historiquement, mais maintenant, ça a eu un impact un peu plus fort. Vous voyez que les demandes de réserve au trimestre en 2002 ont commencé à augmenter aussi. Donc, encore une fois, c'est un outil de diversification pour les portefeuilles des banques centrales, aller s'acheter la réserve refuge pour pouvoir stabiliser leur monnaie. Et au niveau des obligations, ben, on craint potentiellement un risque de contrepartie, que ce soit n'importe quel pays dans le monde. Donc, on veut vraiment juste protéger. Ça ne change pas le fait que la demande a été augmentée des banques centrales. Cette demande-là est constante, puis une demande augmentante, potentiellement, tout dépendant de ce qu'ils sont prêts à aller mettre, va influencer le prix de ce métal précieux-là. Les investisseurs reviennent vers l'or. Donc, ici, c'est un graphe de la compagnie Bloomberg où on voit avec le temps que la demande de l'or d'un investisseur ne cesse d'augmenter. À la gauche, vous voyez le nombre de millions d'onces d'or qui est détenu par les FNB. Et à travers le temps, vous avez vu quand même une courbe que oui, ça a monté, ça a descendu, mais que c'est une tendance montante. Puis si on en regarde un peu plus dans le présent, dans le fond, en 2022-2023, la demande a baissé à cause du coût d'opportunité, vu que les taux d'intérêt qui ont augmenté, qui a fait que baisser l'inflation. Donc, le fait de l'inflation a baissé, ça a donné un positivisme sur le marché boursier. Donc, le monde a juste vendu l'or pour revenir dans le marché. Vous l'avez vu sûrement dans vos portefeuilles. Puis là, en 2024, vous voyez que ça a remonté. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a eu des changements géopolitiques présents, qui est un des facteurs principaux qui influence la demande de l'or. L'or en tant qu'actif d'investissement par rapport aux actions et aux obligations. Donc, sur ces graphes-là, on fait juste vous montrer la performance des trois facteurs qu'on compare, c'est-à-dire l'or, l'action et l'obligation. L'or, c'est la ligne en jaune. La ligne noire va représenter le S&P 500 et la ligne bleue va représenter les obligations, les bons du trésor américain à travers le temps. Donc, on montre la croissance de ces trois actifs-là sur 50 ans. On a fait 3 encadrés juste pour vous parler de 3 périodes où on voit une certaine performance de l'or et une décorrélation. Je vais vous expliquer.
Dans les années 70, il y avait une grosse crainte inflationnaire due à une crise pétrolière puis monétaire. C'était une période quand même très difficile pour les actions et les obligations. Fait qu'est-ce que les investisseurs ont fait? Ils se sont cachés dans l'or, tout simplement. Donc, vous voyez que la courbe de croissance n'a pas tant fait ça. Puis vous voyez même un petit point, une chute, là, un point V, où ce que ça montre que les actions ont vraiment perdu la valeur. Puis après, ça a pris un peu de temps pour remonter aussi. Mais l'or, ça s'est décorrélé, ça a monté. Si on revient à la période de 2000 à 2010, ben, il y a deux crises qui sont rentrées là-dedans. Il y a eu la bulle techno des années 2000 et 2007-2008, la crise financière mondiale. Oui, les obligations ont bien fait, mais l'or quand même a fait un peu mieux puis ça s'est décoré par rapport au marché. Donc, vous voyez la ligne noire, ça a monté, ça a descendu, ça a monté un peu puis ça a redescendu, ce qui a fait que cette décennie-là, on l'appelle la décennie perdue. Donc, vous avez vu que, encore une fois, les obligations ont bien fait leur travail, mais l'or a quand même pris beaucoup de valeur. Puis, post-COVID, vous vous en rappelez, l'inflation a grimpé. Les taux d'intérêt ont monté rapidement parce la Fed les a montés rapidement, ce qui a fait en sorte que ça a été baissé pour l'inflation. Mais au début, ça a été une période très difficile pour les actions, puis surtout aux obligations parce que les taux étaient déjà assez bas. Fait qu'une obligation qui a un taux d'intérêt plus bas, lorsqu'on monte les taux, va faire perdre sa valeur. Donc, c'est pour ça que ça a fait que les obligations ont eu une période très, très difficile. Donc, on en regarde ça. L'or a maintenu sa valeur et avec le temps, la demande a fait en sorte qu'elle a pris de la valeur. Donc, sur ces trois moments-là, l'or montre encore qu'il y a une non-corrélation par rapport aux actions ou aux obligations. Donc, c'est pas juste une valeur refuge, c'est pas juste un diversificateur de portefeuille, mais on l'a aussi considéré sur le moment que c'est un actif de performance. Mais encore une fois, vous n'allez pas mettre, on ne va pas mettre juste de l'or dans son portefeuille. Normalement, on utilise comme un autre élément pour diversifier son portefeuille. Une prochaine slide. Bon, quel est le coût de l'or? Qu'est-ce qu'on va dire par le coût de l'or? C'est le coût de l'or par rapport aux producteurs dans le monde. Donc, sur ce graphique-ci, on a illustré, on a été chercher de l'information sur les 15 plus grosses compagnies productrices d'or dans le monde. Sur l'axe des Y, donc à gauche, on vous montre le coût de production et l'axe des droits, des X, on vous montre l'accumulation de toutes les productions des compagnies, donc combien de pourcentage. Puis, le graphe montre quelles compagnies qui produisent l'or à un certain coût, ceux qui ça leur coûte le moins cher au plus cher par rapport à leur prix de production. Puis ça vient nous aider à calculer le prix à long terme de la faisabilité de la production, tout en pensant à l'inflation puis au coût augmentant de la main-d'œuvre et de l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, là, qui est tout pour faire une histoire vraiment simple, c'est que chaque compagnie a un coût de production différent. Donc, ça vient nous donner un prix de base pour faire le calcul de qu'est-ce qui rend l'or, à quel prix l'or est viable. À partir de là, on va prendre en compte le coût de la main-d'œuvre qui augmente, les coûts d'énergie qui augmentent. Ce qui nous amène à la prochaine slide. Pour une compagnie de production d'or, qu'est-ce qui est important? C'est les marges de profit. Les marges de profit font en sorte qu'on investit dans ces compagnies-là. Donc, en haut, on vous montre, en jaune, on vous montre le prix des barils de pétrole. En bleu, on vous montre le prix de l'or à l'once. Et en dessous, on vous montre un graphe où on met un ratio du prix de l'or divisé par le prix du pétrole. Ça nous donne un proxy pour montrer l'écart des marges de profit entre les pétrolières et les producteurs d'or, juste pour vous montrer un genre de benchmark. Donc, on va juste changer de slide parce que vous allez voir pourquoi je parle de ça. C'est que les prix de l'or en haut, donc nous, on a juste pris un indice sur l'actif Global Gold Giant, donc c'est les 20 plus gros producteurs d'or par rapport au prix de l'or. Donc, on fait une division là-dessus. Et en dessous, on vous remonte le même graphe du prix de l'or par rapport au prix du pétrole.
vous voyez que le prix de l'or en dessous par rapport au prix du pétrole a monté de, vous voyez, je ne sais pas, un point où est-ce qu'on voit un 20 qui a monté à 80 très récemment. Sauf que le fait d'avoir un levier opérationnel par rapport aux compagnies de sociétés minières en or fait en sorte que vous allez aller chercher un peu plus de performance au niveau du prix de l'or. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient décupler à cause du levier financier, mais vous voyez que c'est très lié à la marge de profit. Donc, si on en repense à la compagnie minière qui avait le plus bas coût de production d'or, qui était Agnico Eagle juste avant, bien, vous voyez que potentiellement, il y a une plus grande surperformance au niveau de son prix de son action. Donc, si on continue à la prochaine slide, vous voyez donc que plus il y a de meilleurs bilans, plus vous avez de flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on en regarde au début à la gauche totalement, le premier trimestre 2024, vous voyez que les compagnies minières en or avaient des dettes d'à peu près 10 000 millions. Plus ça avance, parce que vous avez vu le prix de l'or qui a augmenté, ça a fait en sorte que les prévisions financières de chacune de ces compagnies-là ont fait en sorte qu'ils ont de plus en plus d'argent sur leur bilan dans une façon positive. Donc, le haut est négatif parce qu'ils doivent l'argent. Le bas, en dessous du seuil du zéro, fait juste vous démontrer qu'ils ont plus d'argent sur les bilans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la prochaine slide, s'il te plaît, plus on a de cash, plus il y a des chances qu'on va augmenter les dividendes, on va avoir plus de rachat d'actions sur le marché. Donc, pourquoi? S'il y a moins d'actions, il y a une quantité plus limitée, le prix d'action va monter. Donc, le prix de l'action qui monte va faire en sorte qu'il y a un meilleur rendement. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que le producteur minier en affaires focus sur le rendement des actionnaire. Donc, ils vont vous redistribuer l'excédent de cash qu'ils ont. Donc, on repaye nos investisseurs avec le rachat d'actions ou d'augmentation de dividendes ou une combinaison des deux. Donc, de ce fait-là, dans l'investissement des sociétés minières, parce qu'ils ont du levier, parce qu'ils sont capables d'aller chercher plus de marge de profit, ils ont plus de cash, ça fait en sorte qu'avec le rachat d'actions, les augmentations de dividendes ou une combinaison des deux, c'est un bel environnement pour ces actionnaires-là. Gardez toujours en tête que c'est très lié au prix de l'or. Donc, sur la prochaine slide, s'il te plaît, Bobby. Ici, on vous montre un indice de producteur d'or par rapport au prix de l'or. Donc, ça vient juste confirmer ce que je viens de vous dire, c'est que vous voyez que la ligne bleue, c'est le prix de l'or à l'once. Mais que, utilisant l'indice sur l'actif des géants orifères mondiaux, que sur la dernière année, l'or fait, mettons, au 1er janvier, vous serez parti de 0$ puis c'est rendu à 60, si je vois bien. Bien, si vous considérez les producteurs d'or qui seraient partis au même montant à 0, bien, vous êtes rendu à peu près à 150, 160. Donc, vous avez fait un effet de découplement d'à peu près 2x de plus. Donc, si on exclut les dernières semaines, vous voyez à peu près sur un an qu'il y a une performance de 160%. Donc, si on change pour faire un petit résumé d'indicateurs économiques, les deux plus gros indicateurs économiques qu'on peut voir sur l'or, c'est simplement l'inflation et les risques politiques. Donc, l'inflation, pourquoi? On voit qu'on est en train d'atteindre le 2%, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, sur les nouvelles, vous l'avez sûrement vu ou entendu, il y a un questionnement sur l'indépendance de la Fed. Puis après ça, ben, il y a Trump qui a nominé son nouveau candidat, Kevin Warsh, qu'il y a quand même une opinion assez controversée sur la baisse des taux d'intérêt. Donc, ça va quand même un peu à l'encontre. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est en cours de route. Et pourquoi on parle de risque politique encore? Bien, c'est vraiment un des indicateurs principaux pour influencer le prix de l'or. Mais notre ami Trump est juste là, puis ses réactions par rapport à n'importe quelle raison de tarif ou ses politiques monétaires ou fiscales. Donc, vraiment simplement, ces deux indicateurs-là sont quand même très forts pour supporter l'or et potentiellement les minières. Pour les autres indicateurs, c'est vraiment pour regarder sur le marché boursier, mais on va skipper, on est plus sur l'or aujourd'hui. En résumé, sur les perspectives de l'or et leurs minières, à la fin de la journée, l'inflation, les taux d'intérêt réels
les tarifs d'une façon géopolitique, on n'a pas vu le vrai impact des tarifs sur le marché mondial encore. Donc, ça va prendre du temps avant que les données sortent. Donc, on a vu quand même la demande du prix de l'or, la demande des investisseurs. Le monde est prêt à payer pour un coût d'opportunité, même si la baisse de l'inflation aux États-Unis a fait en sorte qu'on est revenu à des taux d'intérêt réels positifs par rapport à l'or, mais on a une certaine crainte géopolitique qui était élevée qu'on a juste discuté il y a 2 secondes. Le risque géopolitique, il y a encore quelques années à l'administration Trump, qu'il ait plus de force, plus de support ou moins, on va voir comment ça va influencer là-dessus. La troisième chose, la demande de la valeur refuge. La demande a été augmentée. On la voit un peu de partout, que ce soit les investisseurs. Et juste après, on voit les banques centrales, leur provision, leur réserve en or, elle est augmentée. Maintenant, est-ce que ça va augmenter à jamais? Il y a une demande. Est-ce que ça va continuer à augmenter? On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est à vous de faire un jugement là-dessus. L'intérêt des investisseurs, c'est pas nouveau. C'est revenu depuis 2024. Là, on voit, est-ce que l'or est le nouveau Bitcoin? Nous autres, on a tendance à potentiellement voir que c'est peut-être l'inverse. L'or existe depuis très longtemps. C'était une mesure qu'on a vue historiquement. Maintenant, le Bitcoin est quand même très, très jeune. Est-ce que le cycle va s'accélérer? Probablement oui. Donc, avec le temps, ça va nous le montrer. Est-ce que c'est un diversificateur de portefeuille? Oui. On a vu, vous avez vu, dans les années 70, dans 2000 à 2010, puis plus récemment, on a vu que l'or était non corrélé aux plusieurs autres actifs à risque. Et pour les miniers, les producteurs d'or, oui, ça peut être très intéressant si vous êtes à l'aise avec le levier opérationnel. Encore une fois, on a un webinaire ici à titre indicatif. Donc, on vous invite à faire de la recherche pour vous-même. Et ça va vraiment dépendre de comment vous êtes prêt à prendre de risques, si vous êtes à l'aise avec ça. C'est tout simplement. Donc, juste pour vous parler un petit peu plus de qu'est-ce qu'on a parlé des plus 20 plus grands producteurs d'or. Chez Harvest, on vous offre un indice où vous avez juste à pas nécessairement faire un choix direct sur une société minière. Donc, à travers notre FNB AGGG, le indiciel des gérants offert mondial, vous avez accès aux 20 producteurs d'or sous un ticker. Vous avez une belle diversification géographique. C'est équipondéré par capitalisation boursière. Vous avez un rebalancement trimestriel. Donc, encore une fois, je vous invite à venir sur notre site, à regarder un peu plus. Vous n'avez pas à faire un choix spécifique. Puis, vraiment simplement, on est là pour vous fournir un peu plus d'informations, mais pas de conseils financiers, malheureusement. Et pour la dernière page, s'il te plaît, Bobby. On a une gamme de produits quand même assez diversifiée. Vous avez une liste ici. Je vous invite à venir sur notre site harvestetf.com pour aller faire un peu plus de recherche. Donc, je vous laisse la parole à Bobby. Excellent, parfait. Merci beaucoup, Michael. Évidemment, beaucoup d'informations. Peut-être si je pourrais le résumer dans un sens pour ceux et celles d'entre vous qui cherchent peut-être d'ajouter l'or dans votre portefeuille, vous avez comme 3 choix. Vous pouvez aller vers l'or physique. Et dans ce cas-là, pour faire l'achat, c'est vers un joaillier, actuellement, vous pouvez même aller sur Monnaie Royale Canadienne, de Canadian Mint, pour faire l'achat. L'autre option, c'est d'aller vers les fonds négociés en bourse. Et dans ce cas-là, j'aimerais vous porter attention à notre site BNCD. C'est certain que j'assume que la majorité d'entre vous sont déjà clients chez nous, mais pour ceux et celles qui ne sont pas, voici ça a l'air de quoi notre site. Juste un petit plug, évidemment, chez BNCD, l'achat et la vente des actions et des fonds négociés en bourse, c'est gratuit, autant que vous faites vos transactions en ligne. Au niveau des fonds négociés en bourse, pour les trouver, très simple, vous allez sous l'onglet Marché, Centre FNB, et on va aller sur Recherche FNB. Et il y a un rapport qui s'appelle Rapport de recherche financière Banque nationale FBN sur les fonds négociés en bourse FNB. Tu vois ici, c'est ETF Research Strategy le 4 février. En cliquant ceci, vous auriez ce rapport qui apparaît
Et spécifiquement, ce qu'on veut aller voir, c'est celui qui est sorti le 28 novembre. On est dû pour une mise à jour, mais ça s'appelle Exchange Trade Funds Canada and US. Et si on clique sur ceci, je vais l'agrandir. On peut le considérer, c'est une photo qui a été prise le 28 novembre de tous les fonds négociés en bourse sur une bourse canadienne ou américaine. Spécifiquement, si on cherche pour détenir l'or physique via un fonds négocié en bourse, on peut descendre la page ici. On va aller dans la section multi-asset et on le voit ici, je m'excuse, commodité. Et on peut voir commodité ici. On clique dessus et je vais augmenter ici. On peut le voir ici. Voici la liste de tous les fonds négociés en bourse, soit du numéro 4 ou au numéro 18, que vous détenez un fonds négocié en bourse qui détient de l'or dans leur fonds négocié en bourse. Maintenant, l'autre option pour ceux ici d'entre vous qui préfèrent détenir des titres au lieu d'avoir l'or, très simple, on revient à la page en haut et on va aller dans secteur global ou secteur mondial. On clique dessus et si on descend la page, on va être en mesure de trouver la section matériel. Ce serait ici où vous serez en mesure de trouver. Certains, ceux qui sont dans l'or, l'orifère, ils vont mettre le mot gold dans leur titre. On peut le voir ici. Ça serait les places où vous pouvez trouver de l'information. Il y a eu certaines questions qui sont rentrées pour des titres individuels. Je vais revenir à la page ici. Je vais vous montrer rapidement. On peut aller dans la section recherche et choisir Société suivie. Au niveau de la recherche pour les titres canadiens, on a la financière Banque nationale. Eux, l'intéressant, c'est qu'ils vont regarder des compagnies minières grandes, moyennes et petites capitalisations. C'est très simple. Dans cette section ici, on peut mettre, je veux la recherche de la financière Banque nationale. Je veux que ce soit dans le secteur des matériaux. Et je clique sur Filtre. J'ai ma liste ici. Vous pouvez télécharger le rapport. Si vous voulez avoir peut-être un peu il y avait des questions spécifiques sur où est-ce qu'on voit l'or aller. Au niveau de la financière, ils ont aussi un rapport que vous pouvez consulter mensuellement qui s'appelle Recherche, publication. Quand on arrive dans cette section ici, on descend complètement en bas de la page et on veut choisir le mois. Et le rapport s'appelle le Vision mensuel. Regarde, celui de février devrait sortir dans les prochains jours, mais si on clique sur le Vision mensuel, le document a lancé. C'est un résumé, honnêtement, de ce qui s'est passé dans le dernier mois. Je sais que vous voyez 72 pages, c'est beaucoup, mais on va sauter à la page 40, où on peut voir l'analyse sectorielle. Et si j'arrive ici, c'est liste de sélection FBN. Je m'excuse, ça a l'air petit, mais ici, c'est comme les analystes de la financière ont sorti leurs meilleures idées, les titres leurs titres préférés. Et la deuxième catégorie, on voit ici, c'est matériaux. On voit la liste ici. Évidemment, si dans le titre dans la compagnie, on a le mot or, gold, c'est un bon signe. On peut voir ici l'industrie, ils vont le dire or. Et on voit le rendement estimé pour les 12 prochains mois qui apparaissent ici. Et si on descend un peu plus, spécifiquement, c'est la page 52, une analyse sectorielle métaux et minerais, métaux précieux. Ils ont quand même ici du commentaire, qu'est-ce qui se passe sur les titres. Leur sélection préférée. Et on peut voir ici la liste complète des titres qui sont suivis par eux. Grosso modo, si un titre là-dedans qui vous intéresse, vous prenez le symbole Agnico Eagle, AEM, et on revient sur le site de BNCD. Et vous pouvez sortir le rapport de recherche en allant sur cote. AEM. Et on arrive dans la section analyse. Et vous pouvez télécharger le rapport d'analyste. Désolé, j'ai pris plus de temps que j'aurais voulu, mais je vais revenir à la présentation.
Je vois qu'il y avait une question, on a ouvert la porte, on a une question sur le Bitcoin d'Arthur. Oui, Arthur, ça existe des fonds négociés en bourse sur le Bitcoin. Je reviens sur le site de la Banque nationale et je reviens ultimement dans le rapport de fonds négociés en bourse. Si je reviens en haut de la page, et on descend légèrement, on voit la dernière catégorie crypto-monnaie. Et ici, vous avez la liste des différentes compagnies de fonds négociés en bourse qui offrent du Bitcoin, du Ethereum, multi. Ça serait ici où vous pouvez trouver les symboles de ces fonds négociés en bourse. Je vais revenir à la présentation. Et oui, revenir à la question d'Arthur, je m'excuse, je ne l'ai pas mentionné. Oui, ces fonds négociés en bourse sont disponibles pour être détenus dans un REER et un CELI. Évidemment, les fonds négociés en bourse qui détiennent de l'or peuvent aussi être détenus dans ces types de comptes aussi. Dernière peut-être petite mention de mon côté, évidemment, dans le rapport de recherche de la financière, que je vais vous montrer dans le vision. Il y avait un peu plus de contexte sur l'or, si vous voulez en savoir plus. Et une autre section qui est un peu moins connue, ce serait sous recherche, filtre et économie et stratégie. Je m'excuse à l'avance. Il y a des rapports disponibles de la financière sur les secteurs et de Morningstar. Il faudrait trouver un sur le secteur minier ou par industrie. Tu vois, Golden Opportunity. Anyway, ce serait une place que je vous suggère de peut-être passer un peu de temps à fouiller pour trouver de l'information. Michael, entre-temps, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas d'autres questions qui sont rentrées? OK, parfait. Dans ce cas-là, Michael, je vais te donner peut-être le dernier mot avant qu'on termine le webinaire. Moi, merci d'avoir pris notre temps de venir assister à notre webinaire sur l'or. J'apprécie beaucoup l'invitation de Courtage Direct Banque Nationale et l'invitation de Bobby. Ça va nous faire plaisir de revenir pour tout autre sujet dont à l'avenir. Donc, merci encore, Bobby, pour l'opportunité. Excellent. Merci, Michael, pour avoir passé ton dîner avec nous. Évidemment, tous ceux et celles qui sont venus passer leur dîner avec nous, j'espère que vous l'avez apprécié. Encore, je vous remercie d'être passé votre dîner avec nous et je vous souhaite une belle journée. Au revoir à tous. Bye.